Bonjour à tous, bienvenue pour cette première interview de l'année pour Lycépien. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre Gilbertas. Pierre Gilbertas, vous êtes diplômé de l'école de l'ESSEC. Vous êtes aussi dirigeant d'entreprise, encore aujourd'hui. Et vous êtes aussi professeur de stratégie d'entreprise à l'ICEP. Aujourd'hui, vous venez présenter votre livre « Homme de l'ombre malgré lui » aux éditions des Trois Colonnes. Et nous allons vous poser des questions sur cet ouvrage pour en savoir un peu plus. Tout d'abord, nous voudrions commencer par une première question qui est, puisque c'est une histoire qui commence un peu à dater maintenant, et donc pourquoi avoir attendu 40 ans pour sortir ce livre ? Alors effectivement, c'est un ouvrage qui est récent, puisqu'il a été publié et distribué au mois de juillet, donc il est tout à fait récent. Et alors, pourquoi avoir attendu 40 ans pour publier ce livre ? Alors, je voudrais d'abord, oui, déjà, pourquoi avoir écrit ce livre ? Pourquoi avoir écrit ce livre ? J'ai écrit ce livre parce que j'ai vécu, il y a un peu plus de 40 ans maintenant, je sortais de mes études et j'ai dû, comme bon nombre de jeunes à l'époque, être dans l'obligation d'effectuer mon service militaire. Donc il y avait plusieurs options pour moi pour faire mon service militaire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire pour ne pas perdre mon temps. Et il y a eu l'opportunité de partir en coopération en Afrique. Et coopérant en Afrique, j'ai vécu une aventure extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai été plongé un peu malgré moi au départ, d'où le titre de l'ouvrage « Homme de l'ombre malgré lui ». J'étais plongé dans ce qu'on appelait la France-Afrique, avec tous les jeux politiques qu'il y avait à cette époque-là, les jeux de pouvoir, avec, je dirais, des acteurs plus ou moins occultes. Parmi ces acteurs occultes, il y avait un homme qui s'appelait Monsieur Foccart, qui était l'éminence grise du général de Gaulle, qui est un grand résistant, et qui, au moment du retour du général de Gaulle en 1958, a accompagné le général de Gaulle, qui était son conseiller spécial. Et au moment de la décolonisation, c'est-à-dire à partir des années 59-60, Jacques Foccart est devenu le Monsieur Afrique du général de Gaulle, et donc du pouvoir politique. C'est lui qui a participé à la décolonisation, c'est-à-dire à placer les bons chefs d'État, amis, à la tête de ces États africains de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, qui étaient les anciens pays colonisés. Et donc, j'ai été, je dirais malgré moi au départ, intégré et repéré par ce qu'on appelle les réseaux Foccart, dès ma sortie de l'école, même pendant l'école, où j'ai intégré une organisation politique qui avait la mainmise, dont Jacques Foccart avait la mainmise, et l'objet de mon approche par les services, à la fois d'abord du réseau Foccart et les services de renseignement de l'État, c'était d'être un agent au service de l'État et ayant une couverture de coopérants pour m'intégrer dans les réseaux, qui faisaient de l'agit-prop, c'est-à-dire des réseaux des Français coopérants, pour la plupart, pour une bonne partie trotskistes ou communistes, et qui étaient manipulés par les réseaux cubains, les agents cubains, les diplomates cubains, pour faire de la déstabilisation et de l'ingérence, et pour déstabiliser les pays africains. Bon, voilà quel était le contexte. Enfin, je précise que c'était l'époque où il y avait encore le rideau de fer, hein. C'était encore l'URSS, c'était l'Union soviétique. Et donc, il y avait une guerre froide entre le monde libre et le monde soviétique, et l'Afrique était un terrain de jeu pour les espions, hein, où l'Union soviétique, via les Cubains, cherchait à déstabiliser les États pour mettre en place la révolution et mettre en place des régimes favorables à l'Union soviétique. Très bien, merci Monsieur Gilbertas.
Une question pour vous. Vous décrivez dans votre livre, donc vous parlez des réseaux Focard, qui se sont inspirés, Jacques Foccart s'était inspiré pour les créer des réseaux de la résistance dont il avait fait partie. Donc vous décrivez une organisation qui est assez cloisonnée, où l'information est assez cryptée, peu de communication entre les cellules. Et puis comme vous le dites, cet engagement donc, se fait un peu malgré vous. Au départ, vous n'êtes pas tout à fait conscient de l'engagement que cela vous demande. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous aviez conscience déjà au moment des faits de la portée de votre action, ou est-ce que c'est le recul historique qui vous a permis aussi d'en mesurer l'importance ? Alors pas du tout. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit en préambule, c'était vraiment à l'insu de mon plein gré. En fait, j'ai été approché quand j'étais étudiant par le pouvoir politique de l'époque, où j'ai intégré une organisation qui est le service d'action civique. Bon, qui a une réputation assez sulfureuse, et d'ailleurs qui était une organisation très sulfureuse, puisque le service d'action civique était issu des mouvements gaullistes, du RPF à l'époque, lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, et le RPF, qui était le parti dominant gaulliste d'opposition à la 4e République, organisait des meetings, des campagnes électorales qui étaient assez violentes à l'époque. Hein. La violence, elle n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il y avait une vraie violence. Il y avait une vraie violence dans les rues et ailleurs. Et donc, le service d'ordre du RPF, qui était important, s'est transformé par la suite, quand De Gaulle est arrivé en service d'action civique, animé en sous-main par Jacques Foccart, qui était l'éminence grise de Gaulle. Et moi, j'ai intégré, à l'issue de mon plein gré, ce service d'action civique, qui m'a permis de retrouver les réseaux Foccart, et qui m'a permis, une fois sur place, de travailler avec les services de l'État, les services de renseignement. Et ce réseau Foccart, vous le décrivez comme sulfureux, mais est-ce que c'était une notoriété qui était publique ? Est-ce que tout le monde le savait dans vos milieux ? Est-ce que tout le monde était au courant des agissements du réseau Foccart ? Alors, le service d'action civique, c'est une association politique qui a deux vies, en fait. La première vie du service d'action civique, c'était est issu du service d'ordre du RPF, donc des gros bras, qui protégeaient les meetings, qui faisaient des campagnes d'affichage lors des campagnes électorales, c'était des gros bras. Et à l'origine, c'était des hommes qui vouaient, je dirais, un service entier au général de Gaulle, et au moment difficile de l'Algérie, où il y a eu l'indépendance de l'Algérie, il y a une partie des Français qui sont rebellés contre De Gaulle. Et au départ, le service d'action civique a lutté un peu contre les éléments qui sont révoltés, c'est-à-dire à les éléments qui ont rejoint l'OAS. Donc il y avait une guerre entre les éléments du SAC de cette première génération et les gens de l'OAS. Mais ça, c'était la première partie du service d'action civique. Le service d'action civique a repris, je dirais, une activité politique beaucoup plus importante et plus liée du tout aux événements de l'Algérie, de l'indépendance algérienne, après mai 68. Le pouvoir a vacillé en 68. Le pouvoir a vacillé et Jacques Foccart a réactivé le service d'action civique pour notamment contribuer à la manifestation du 30 mai 68. Je sais pas, vous n'étiez pas né, mais les événements de 68 sont achevés par une manifestation du 30 mai. Le général de Gaulle, à l'issue de cette manifestation, où il y a eu plus d'1 million de patriotes qui ont défilé sur les Champs-Élysées, à l'issue de cette manifestation, au mois de juin, le général de Gaulle avait dissous l'Assemblée nationale et c'était pas encore l'UPR, c'était l'UDR ensuite. Les gaullistes sont rentrés majoritairement à l'Assemblée. Et donc le service d'action civique a contribué à cette manifestation et s'est impliqué aussi dans, je dirais, la lutte contre les progressistes communistes en entreprise et dans l'université. Et je le dis dans mon livre, donc c'est aussi un livre de révélation. Je le dis dans mon livre, c'est le SAC, et donc Jacques Foccart, qui a été à l'origine de la création de l'UNI,
L'UNI, ça vous dit quelque chose, sans doute, puisque c'est un syndicat étudiant qui existe encore aujourd'hui, l'Union nationale interuniversitaire. Et l'UNI a été créée purement par Foccart. Et c'est dans ce cadre-là, parce que moi j'étais militant de l'UNI, à l'époque j'étais responsable de l'UNI dans la région parisienne, que j'ai été approché par les services de Foccart pour une mission qui m'a dépassé et dont je ne connaissais pas l'objet, pour répondre à votre question. Alors, je voudrais comme compléter répondre à votre question, pourquoi avoir attendu si longtemps pour écrire ce livre? Je vous dis, pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est pour laisser un témoignage et faire des révélations. Alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? C'est parce que j'étais un peu tenu moralement pour ne pas divulguer ces événements extraordinaires où j'étais à la fois le témoin et le protagoniste. Mais bon, je me dis, aujourd'hui, maintenant, il y a plus de 40 ans, il y a prescription. Et puis, les principaux protagonistes, ils sont plus là. Voilà. Et j'avais besoin de laisser une trace. Voilà. Et on s'est dit, c'est le bon moment. Très bien, merci Monsieur Libatas pour ces réponses. J'aimerais revenir sur un terme que vous avez employé à plusieurs reprises dans votre roman, que vous avez encore utilisé tout à l'heure au début de cette interview, celui de France-Afrique. Ce terme, alors il a une histoire bien particulière puisque l'expression France-Afrique avait déjà été employée par le président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, en 1955 pour désigner ces liens privilégiés de la France avec le continent africain. Mais le terme France-Afrique en un mot a été créé, lui, en 1998 par François-Xavier Verschave pour critiquer ce qu'il qualifiait de néocolonialisme français. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue envers cette critique, d'une part, et puis aussi savoir pourquoi avoir employé ce terme bien particulier, d'autant que votre roman, l'histoire se déroule en 1975. Alors, le terme France-Afrique, il est plus vieux que ça, puisque c'est le journaliste Pierre Péan qui a écrit un ouvrage, Histoire africaine, qui est un peu plus antérieur à la date que vous nous avez donnée avec la personne que vous avez citée. Et c'est lui, dans Affaires africaines, qui dénonçait justement la politique de la France, qui considérait l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les anciennes colonies, comme son précaré, et qui avait donné ce nom, et créé ce nom France-Afrique. C'est Pierre Péan, qui a été repris ensuite. Mais la France-Afrique, qu'est-ce que ça voulait dire? Comme je l'ai dit un peu en préambule, la France-Afrique, c'était destiné à avoir une mainmise politique, diplomatique, économique sur les États issus de la colonisation pour maintenir l'influence de la France. Alors non seulement pour garantir son indépendance énergétique, les hydrocarbures, le pétrole, n'ayant plus l'Algérie, sur d'autres continents, notamment le Gabon, gros producteur de pétrole, mais aussi sur les terres rares ou les minéraux. Donc c'était pour garantir un petit peu cette mainmise sur les ressources, alors ça c'est d'un point de vue économique, mais aussi pour garantir aussi une amitié politique avec les États, de façon à ce que les États africains indépendants restent dans les sillons de la France et de la politique française. C'est pour ça qu'on parle de France-Afrique. Très bien. De ce que vous dites, ce que je comprends, c'est qu'il y avait quand même une certaine ingérence, si on peut utiliser le terme, dans le sens où la France cherchait à garder le contrôle de ces pays africains, puisque les besoins économiques nécessitaient une stabilité politique. Pour autant, on a l'impression que ces partenariats n'ont pas été dépourvus d'intérêt. D'ailleurs, vous avez été vous-même récompensé, non pas par la France, mais par le Gabon pour les services que vous avez rendus là-bas. Et donc ma question est, que symbolise pour vous justement le fait d'avoir été récompensé par le Gabon? D'accord. Alors j'ai été récompensé, c'est assez récent finalement, ça remonte à une quinzaine d'années, il me semble dans mon livre, chronologiquement. Ça remonte à presque une vingtaine d'années. En fait, j'avais laissé une trace en Afrique dans le cadre du service de renseignement intérieur et militaire l'Afrique. Donc, j'avais laissé une trace, pourquoi? Non pas dans mes actions, mais par le résultat de mes actions.
puisque, et ça vous verrez dans le détail, les lecteurs verra dans le détail quelle était ma contribution dans la contre-ingérence en Afrique au sein des services de renseignement gabonais, pilotés par la France. Il y a eu, on a démantelé des réseaux de perturbateurs, on va dire, manipulés par les Cubains. Et ça s'est traduit, dans l'identification de leur envoi de ces Français qui étaient à la solde des Cubains et qui avaient pour mission de déstabiliser le régime en impliquant des étudiants gabonais dans des opérations de manifestation, en tout cas pour montrer l'hostilité au régime. Et donc ça s'est traduit par le renvoi de l'identification et le renvoi de ces éléments perturbateurs, mais surtout par l'identification et le renvoi des diplomates cubains. Et l'ambassade de Cuba a été... par la suite, les Cubains, les diplomates ont été renvoyés et l'ambassade a été fermée. Et depuis, l'ambassade de Cuba au Gabon n'a jamais été réouverte. Donc c'est sans doute pour ça, et je pense que c'est pour ça, que j'ai été gratifié par le Gabon quelques décennies après. Et j'en suis particulièrement fier de cette distinction. Et une dernière question concernant votre livre, qui est que vous expliquez en tant qu'à ce moment-là responsable de votre section à l'UNI, que vous êtes un peu le précurseur de l'union des droites. Je suis le précurseur. En tout cas, j'ai tenté de la réaliser lors des élections universitaires. Et ce que vous expliquez, c'est que vous avez réussi à concilier des forces politiques étudiantes qui paraissent assez antagonistes sur le plan politique, et vous avez réussi à remporter des UFR, ce qui est important. Donc, comment vous avez fait, et surtout dans un contexte actuel où une bonne partie de mouvements de partis de droite cherchent à réaliser cette union, comment concilier aujourd'hui de pouvoir, comment on peut la faire ? D'accord. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais responsable de l'UNI pour Paris. Et l'UNI était, comme je vous l'avais dit, très liée au pouvoir gaulliste. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'UNI s'est transformée au fil des ans et a évolué. Mais à l'époque, c'était le pouvoir gaulliste qui était aux manettes et qui finançait l'UNI. L'UNI était très riche à l'époque. D'ailleurs, je le décris dans mon livre, le financement de l'UNI de l'époque. Ce qui n'est plus qu'à l'UNI a changé, les hommes ont changé, la mission de l'UNI a changé, et les valeurs de l'UNI ont changé aujourd'hui. Alors, cette union des droites, en fait, moi j'avais fait l'université, et avant de faire mon école de commerce, ou en même temps, et l'université était gangrénée par les socialistes et trotskistes, non seulement parmi les étudiants, mais parmi les professeurs. Après la réforme de 68 universités, les universités sont devenues indépendantes. Et là, c'était l'ouverture à tous, quoi, et notamment aux idées les plus malsaines. Ça a continué depuis. Et aujourd'hui, si on est littéraire d'université dans cet état-là, c'est bien issu parce que c'est l'université issue de 1968. Et donc, à l'université, il y avait des élections des représentants des étudiants au conseil d'université, au CNESER, au CROUS. Et l'UNI avait quelques implantations parisiennes, à la Sorbonne, Panthéon. Elle n'avait pas à Assas. Il y avait une section qui était très présente à Assas, mais il n'y avait pas à Assas, parce qu'à Assas, il y avait un syndicat, un mouvement qui tenait bien à Assas à l'époque, c'était le GUD. Et le GUD, comme l'UNI, cherchait à s'implanter et à avoir des représentants dans d'autres universités. Sorbonne, Panthéon, Censier, Jussieu. Et c'était très compliqué. Ne serait-ce déjà d'exister. On se faisait massacrer. Si on était repéré comme un militant uni, ou en tout cas de la droite nationale, on se faisait massacrer par les étudiants trotskistes. Donc, à un moment, je dis la seule façon d'avoir des élus, c'est de présenter des candidats
Il y a suffisamment de candidats pour faire des listes homogènes, pour qu'on soit à peu présent partout dans les UR, on appelle vraiment les UFR, hein, de façon à avoir des élus. Alors, je me suis dit, bon, l'UNIM, on est un peu dépourvu, déjà pour constituer des listes complètes et homogènes, et si on nous regroupait avec les étudiants on l'appellerait maintenant de la droite nationale. Et je suis allé voir le responsable de l'Action française à l'époque, Paris. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu envisages de participer aux élections? Et je suis allé voir également, j'ai eu un discours avec le représentant du GUD de Paris, le responsable du GUD. Je lui ai dit, voilà ce que je te propose, tout seul, à part Assas, vous avez vos représentants, dans les autres universités, on n'aura aucun élu. On ne pourra pas se présenter, on ne sera pas une force suffisamment crédible. Alors, faisons des listes en commun. Alors, non officiellement, évidemment. Non officiellement. En revanche, le deal que j'ai proposé, c'est le suivant. La liste constituée par le GUD avec des gens de l'UNI et de l'Action française aura le plus de représentants, ben si c'est le GUD, ce sera la liste estampillée GUD. Si c'est la liste où il y a le plus d'étudiants unis par rapport au GUD et Action France, ça sera la liste estampillée unie. Comme ça, on met nos ressources en commun de façon à avoir des élus. Et 1, ils ont accepté. 2, ça a marché. Puisque le GUD et l'UNI a eu des élus dans l'université qui, a priori, étaient hostiles. C'est très enrichissant, on en a appris beaucoup sur votre ouvrage, surtout je pense qu'il faudrait pouvoir tirer des leçons sur l'union des droites pour pouvoir réussir. Donc juste pour terminer cette interview, on voudrait conclure sur un mot d'espoir et surtout savoir quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent se lancer. Comme vous le savez, on vit dans un monde qui est complexe, qui est incertain. Se lancer aujourd'hui, soit en entreprise, soit dans le cadre de l'entrepreneuriat, ou soit faire quelconque action où on trouve un intérêt, c'est assez difficile, c'est assez compliqué. Le monde évolue tellement que pouvoir faire des prévisions, c'est quasi impossible. En revanche, ce qui ne veut pas dire ne pas agir. En revanche, je crois, face à un monde incertain, troublé, en crise, et je crois qu'il faut saisir les surprises pour les transformer en opportunités. Si j'ai un message à donner, c'est n'ayez pas peur du monde qui vient, prenez-le avec lucidité, avec une certaine prise de hauteur, et transformez les surprises en opportunités. Très bien, merci beaucoup Monsieur Gilbertas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci Diane de m'avoir accompagné sur cette interview. On vous remercie à vous, chers spectateurs qui nous avez regardés. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur TikTok, sur X ou encore sur YouTube. Et on vous remercie et à une prochaine fois. Merci beaucoup.